Alors, on va mettre le premier extrait, c'est les origines du conflit russo-ukrainien. Vous verrez, je le dis très sincèrement, cette interview, elle est poétiquement totalement incorrecte. Et ce que vous l'entendrez même pas sur LCI, mais de l'autre côté, si je puis dire. Enfin, vous l'entendrez nulle part. Donc, voilà, l'origine conflit russo-ukrainien extrait. La décision fatidique a été prise en Occident et par l'Occident d'élargir l'OTAN dans la direction orientale. C'était en 1993-94 que cette décision a été prise de fait, bien que officiellement ça s'est passé plus tard. Et en premier lieu, l'idée était de faire entrer dans l'OTAN la Pologne, la Hongrie et la Tchécoslovaquie. Et on nous disait que ça sera toute l'histoire, que ces trois pays vont joindre l'OTAN et par cela, l'expansion va se terminer. Mais comme on a vu, les choses se sont passées différemment. Je pense que la stratégie était d'incorporer dans l'Alliance de l'Atlantique du Nord toute l'Europe, sauf la Russie. Alors, Charles Lara, il dit quelque chose d'intéressant, c'est que pour lui, l'origine, c'est déjà des débuts des années 90. C'est bien avant 2014, début 2000 ou chose comme ça. Non, lui, c'est 90. C'est vraiment l'origine du conflit. En fait, il dit aussi dans cette interview, il explique que la Russie a été testée sur ses faiblesses. Jusqu'où on peut aller. Et il décline, au fur et à mesure de son interview, il décline son point de vue sur les points de faiblesse. Et ça, effectivement, ça fait partie des points de faiblesse à partir desquels la Russie a été considérée comme étant faible et devant accepter tout ce qui va se passer avec la propagation de l'OTAN sur l'ensemble des républiques, y compris soviétiques, pas seulement l'Europe de l'Est. Cher Patrick, c'était des faiblesses qu'avait la Russie ? Ah ben absolument. Enfin, nous l'avons déjà partagé sur ce plateau. En 1990, à la chute de l'Union soviétique, il n'y a plus d'État en fait. C'est la loi de la jungle. Il n'y a plus de paiement. Il n'y a plus rien. Enfin, il n'y a plus d'État. C'est vraiment c'est là d'ailleurs où les oligarques mettent la main sur les richesses de l'Union, enfin ex-Union soviétique de la Russie. La démographie s'effondre. D'ailleurs, on le voit sur les courbes démographiques, il y a un énorme creux sur le manque de naissance de cette période. Et c'est finalement ce qu'a vécu la Russie. Je pense qu'il n'y a pas d'équivalent sur les 50 dernières années. Même après la Seconde Guerre mondiale, les pays européens sont repartis plus vite. Mais là, il y a vraiment un effondrement. C'est-à-dire que quand je dis sont repartis plus vite, parce qu'il y a quand même une puissance étatique qui se reconstruit. Alors on sait qu'en France, les Américains voulaient mettre la main sur la France. En fait, je veux dire, voulaient nous coloniser, mais ça n'a pas marché. Mais ce qu'ont vécu les Russes, et c'est pour ça eux, ils se souviennent non seulement de la Seconde Guerre mondiale, quand même entre 20 et 30 millions de morts. Enfin, le chiffre, c'est plutôt 27, mais 27 millions de morts. À l'époque, c'est colossal par rapport à la population. Donc ça, ils s'en souviennent très bien. Évidemment, et ils se souviennent très bien de ce qui s'est passé en 1990. Et comme le disait Sylvain très bien, à un moment, oui, effectivement, pour rebondir sur ce que disait Lara, ils étaient dans une situation de faiblesse où ils étaient quasiment obligés d'accepter les dictats qu'on leur imposait. Donc oui, l'entrée de la Pologne, D'ailleurs, j'avais lu, c'est notamment Václav Havel qui avait poussé les États-Unis à accepter des pays ex de l'Est à entrer dans l'OTAN. Et en fait, les Russes n'avaient pas les moyens de s'opposer. Et d'ailleurs, ils n'avaient pas même les moyens de s'opposer à la guerre contre la Serbie, où on a bombardé les populations civiles pendant 78 jours sans discontinuer. Et j'ai lu effectivement des interviews de dirigeants russes de l'époque en disant « mais nous n'étions pas suffisamment forts
pour pouvoir protéger les Serbes qui sont nos alliés, comme le sont censés être les Français, quoi. Donc oui, faiblesse incontestablement. Et finalement, je dirais que c'est à partir de 2007 où et notamment quand Vladimir Poutine fait sa proposition d'architecture de sécurité en Europe à la conférence sur la sécurité de Munich, où ça a jeté un froid profond dans la salle, parce qu'en plus il y avait Angela Merkel qui était présente. Il ne s'attendait pas à ce que je reprends sur le mépris qui est accordé, qui est envoyé à la Russie. Il ne s'attendait pas à ce que l'avorton russe puisse émettre un avis aussi puissant. Et je dirais que, de mon point de vue, c'est vraiment à partir de 2017, quand il fait le discours sur voilà les armes que nous avons. Donc il fait, chaque année, Vladimir Poutine, comme l'État de l'Union aux États-Unis, fait un discours, en général c'est au mois de mars, l'État de l'Union c'est plutôt en février aux États-Unis, et il présente, ce qui n'était pas prévu, ce n'était pas attendu, les nouvelles armes. Et là, pour les observateurs attentifs, là je parlais pour moi, je me suis dit, tiens, ça y est, si on leur jette le gant, ils sont maintenant sans doute en mesure de le relever. C'est-à-dire que jusqu'à 2017, non, mais là maintenant, ils s'avancent et moi je ne l'ai jamais vu mentir. C'est-à-dire qu'en fait, quand il a annoncé des choses, généralement, il les a faites derrière. Et quand il a annoncé leur nouveau système d'armement, c'était la première fois où on découvrait qu'il n'y avait pas d'équivalent. D'ailleurs, je dis, je sais plus, j'ai dit 2017, mais peut-être c'est le discours, c'est en 2018 plutôt. Mais c'est cette période-là, en tout cas, 2017 ou 2018, où ils annoncent des armes qui surpassent l'Occident. Et en fait, ils ont fini par comprendre que et je rejoins absolument ce que disait Lara, c'est que, oui, ils respectent le droit international, et puis à un moment, ils ont compris qu'ils devaient aussi montrer leurs muscles s'ils voulaient être respectés. Parce que finalement, de notre côté, il n'y a que ça qui compte. Mais dis-moi, cher Sylvain, est-ce que cet élargissement à l'Est, est-ce que c'est une forme de colonialisme occidental, justement, sur cette Europe de l'Est ? Je trouve qu'il c'est assez intéressant de l'illustrer par des cas concrets. Dans nos manifestations, il y a assez régulièrement, il y a une femme qui est d'origine bulgare et avec qui on discute, j'ai eu l'occasion de discuter. Je disais, normalement pour vous, ça a été une vraie panacée que de pouvoir avoir d'entrer dans l'Union européenne, parce que nous les Français, on critique ça dans le fait que les nouveaux entrants ayant des coûts, des salaires, des coûts sociaux qui sont bien moindres, etc. Forcément, vous avez été gagnant d'une certaine façon. Elle ne dit pas du tout. En fait, ils se sont fait piller la moitié de leur industrie. L'inflation a été plus forte finalement que l'élévation des salaires qui n'est pas si grande, ce qui fait que les écarts restent toujours aussi importants et la pauvreté n'est pas réellement enrayée. Donc là où ils auraient dû être gagnants en disant nous on va pouvoir faire un appel d'air grâce à cet élargissement de l'Union européenne dans nos pays et avoir une capacité à pouvoir exporter plus facilement, ça n'a pas été le cas. Ils sont juste fait piller une bonne part de leur industrie. Donc en fait finalement ça n'était pas une question économique en premier lieu, sauf pour faire du pillage, c'était d'abord une question géopolitique pour l'Union européenne qui, elle, ne voit sa survie. D'ailleurs, ils le disent tout le temps, à chaque prise de parole, à chaque traité qu'ils ratifient, chaque accord, c'est toujours un élargissement sans cesse croissant, une union sans cesse plus étroite, mais leur idéologie, c'est toujours croître, toujours à faire adhérer de plus en plus de pays, sauf la Russie, qui est pourtant dans l'Europe. Mais par contre, la Turquie, on se pose la question alors qu'elle n'est pas dans l'espace européen. Donc, il y a une idéologie géopolitique et de construire un grand État. Et ça fonctionne exactement comme les empires, en fait. Est-ce que c'est justement le Saint-Empire germanique ? Parce que je savais que tu allais parler d'empire. Oui, ça ressemble beaucoup à la construction des empires, sauf que c'est au moment à chaque fois dans l'histoire qu'on voit les empires s'écrouler, c'est quand justement ils arrivent au moment statique où ils n'arrivent plus à croître. Or, je pense que c'est exactement là où on se situe avec l'Union européenne, parce qu'elle est face à des contradictions tellement intenses que l'Ukraine jamais ne pourra y rentrer. De toute façon, ils le savent très bien. Il y a trop de pays, d'États membres déjà qui s'y refusent par nature. Et je rappelle qu'il faut quand même le principe d'unanimité pour pouvoir faire entrer un nouvel État membre dans l'Union européenne. Donc, ça n'arrivera jamais.
C'est pour ça aussi qu'il y a quand même quelque chose qui est un peu hypocrite et qui est absolument affreux en réalité. C'est-à-dire qu'on fait des tas de promesses aux Ukrainiens. On leur dit, nous sommes vos copains, vos alliés, continuez de résister parce qu'en fait, on veut avoir un ennemi russe, ce qui est crétin. Mais bon, on a tendance avec le sang des Ukrainiens que ça se passe. Et en plus, sur la base de promesses qu'on ne peut pas leur tenir. Jamais ils ne rentreront dans l'OTAN, jamais ils ne rentreront dans l'Union européenne. Donc c'est absolument affreux. Je voudrais revenir aussi rapidement sur la question des missiles Taurus, là, parce que je pense que c'est intéressant. Malheureusement, ils n'en parlent pas assez dans l'actualité, et pour cause. Il y a déjà une petite nuance quand même. Frédéric Merz reste dans un pays qui est très parlementaire, et quand bien même il voudrait donner l'autorisation aux Ukrainiens d'utiliser les missiles Taurus, il faut que le Parlement allemand le vote. Ce qui fait que pour l'instant, les commentateurs militaires russes ne sont pas trop inquiets. Ils se disent c'est pas pour tout de suite. Parce qu'ils savent que ça va être un petit peu plus compliqué que ça. Par contre, les missiles Taurus, comme les Scalp du reste, supposent du renseignement et du guidage des pays où sont fabriqués ces missiles. C'est pour ça que ça peut nous faire entrer dans un conflit ouvert directement avec la Russie, ce qui est très dangereux. Il y a autre chose que j'ai noté qui n'a pas été relevé, alors que je trouve ça affolant. Monsieur Merz se permet de parler en notre nom. C'est-à-dire qu'il a dit la France. Alors, je veux dire, si lui il dit on autorise les Ukrainiens à utiliser les missiles Taurus, c'est son problème. Mais au nom de quoi il se permet de parler pour la France, l'Angleterre s'il le souhaite ou les États-Unis, mais en quoi il se permet de parler en notre nom? Je veux dire, il nous implique. Et ça, c'est quand même assez grave. Et l'autre chose qui est effrayant, qui devrait effrayer les Français, c'est justement quand il dit « je vais faire une armée très puissante, je relance une base industrielle, je veux d'ici 2029 avoir une armée qui soit quasiment l'équivalent de revenir à la grande armée allemande ». Je rappelle que l'Allemagne a été notre ennemi séculaire depuis de multiples siècles et qu'en moins de 150 ans, nous avons eu 3 guerres majeures contre l'Allemagne. Donc je veux bien qu'on nous sorte la jolie chanson habituelle de l'amitié franco-allemande. La réelle politique, ça se juge sur le temps long. On regarde sur le temps long, à la fois en arrière et en avant. Et que nos dirigeants français, par idéologie, ne s'alarment pas, et particulièrement dans l'opposition, je trouve ça scandaleux.